Merci. Il y a une quarantaine d'années, je travaillais dans une banque populaire en France et on avait coutume d'entendre dire un peu sous forme de boutade, là où on ferme un café, c'est une agence bancaire que l'on ouvre. Quelques années après, certains économistes prédisaient que la banque serait la sidérurgie de demain, et je l'entends dire parfois chez certains responsables syndicaux. À un moment où certains politiques prédisent pour le secteur tertiaire la fin du travail, ou tout au moins la raréfaction du travail, la révolution numérique entraînera la suppression de certains emplois non qualifiés. Par contre, elle s'accompagnera d'une montée des compétences qui justifie d'ores et déjà d'intensifier la formation des salariés, en particulier dans nos banques. Mon exposé portera donc sur ces deux aspects complémentaires que sont l'aspect quantitatif sur les ressources humaines et l'autre qualitatif sur ces mêmes ressources. Sur le plan quantitatif, nous sommes indiscutablement au début d'une phase descendante, sans doute partout dans le monde, même si celle-ci ne fait que débuter en Afrique, du fait notamment des faibles taux de bancarisation, puisqu'en Afrique subsaharienne, ces taux tournent aux environs de 10 à 15%, dû principalement à un taux de paupérisation qui reste voisin de 50%, mais aussi à la pénétration des institutions de microfinance qui représentent entre 20 ou 30% de la population en Afrique de l'Ouest. Et je prendrai quelques exemples d'abord hors du continent africain, mais qui laissent à supposer dans une évolution prochaine identique en Afrique. Aux États-Unis, la Bank of America, première banque de dépôt, teste actuellement des mini-agences 100% automatiques où les clients gardent la possibilité de discuter en visio avec un conseiller à distance. Plus de guichetier, plus personne, juste une machine. Ce robot froid et impersonnel existe déjà à Denver et à Minneapolis. La machine prend 4 fois moins de place et coûte évidemment bien moins cher que le local. On y accède par carte bancaire permettant de retirer, de verser, de déposer des chèques et autres opérations courantes. Avec l'usage de ces robots banques, la Bank of America a déjà fermé 1300 agences en 6 ans, soit 22% de son réseau. Dans la zone euro, le nombre d'agences a diminué en moyenne de 15% entre 2009 et 2017, dont 12% en Allemagne, 30% en Espagne, 44% aux Pays-Bas. En France, où le secteur bancaire emploie 2,3% du nombre des salariés du secteur privé, l'Institut BVA annonce que si 52% des Français se rendaient plusieurs fois par mois à leur agence en 2010, ils ne sont plus que 20% à le faire actuellement. Le nombre d'agences est passé en France entre 2009 et 2016 de 38 311 à 37 567, soit moins de 2%, mais le phénomène s'accélère. Ainsi, puisqu'en 2020, le nombre aura baissé de 5000 agences. La BNP, par exemple, va fermer 200 agences d'ici à 2020 avec une baisse de ses effectifs de 2 à 4% chaque année. De ce côté,
la Banque populaire Caisse d'épargne, qui reste une des premières banques en France, va en fermer le double en 3 ans, en portant ses ventes à distance de 11 à 40% et en réduisant ses effectifs de 3600 personnes. Même les guichets automatiques de banque sont de moins en moins fréquentés. Il y a 1000 DAB en moins en 2018. Récemment, dans un village proche du mien, le maire se plaignait de voir fermer le seul distributeur qu'il y avait en se plaignant que les ressortissants du village seront obligés de faire 20 km pour retirer de l'argent. La première banque de Belgique, la BNP Fortis Bank, vient de décider de fermer 40% de ses agences dans les 3 années à venir. Le nombre de salariés étant alors réduit de 2700 pour faire face à la réduction de la fréquentation des agences, moins de 17% en un an, et au recours croissant au numérique par les smartphones, plus un tiers. Si hier, les agences bancaires remplaçaient les bistrots, aujourd'hui, notamment dans les petites communes, on voit de plus en plus d'opticiens et d'agences immobilières remplacer les banques. En Afrique subsaharienne, on ouvre toujours de nouvelles banques. Parmi les pays en voie de développement, c'est en Côte d'Ivoire que l'on continue à créer le plus de banques, donc le plus d'agences. Il s'en crée pratiquement une banque chaque année. On crée des agences en milieu urbain. Elles ont doublé en 5 ans en Union économique et monétaire ouest-africaine, de même que le nombre de DAB-GAB. Et on continue à créer des emplois, mais pour combien de temps encore? S'il est vrai que Attijari Wafa Bank, banque marocaine, première banque marocaine, deuxième banque marocaine, annonce qu'en 2017, elle a ouvert 438 agences dans les 25 pays de son réseau en Afrique, soit 11%. Par contre, au Kenya, qui est le pays pionnier dans le domaine du digital, 11 des principales banques ont supprimé 1340 emplois en 2016, tout en développant la digitalisation de ses services. La banque panafricaine, qui est la banque Ecobank, avait 1400 agences. Elle n'en a plus que 900 dans les 33 pays de son implantation en Afrique. Par contre, elle a ouvert 4500 points de distribution au travers des accords qu'elle a passés avec les stations Total et Oil Libya, où les clients peuvent déposer leurs liquidités et réaliser les transactions courantes. Greg Davis, son directeur financier, déclarait récemment « Nous devons veiller à ce que nos clients aient accès aux bons canaux. Nous devons réduire les coûts pour offrir ce dont ils ont besoin et privilégier l'utilisation de smartphones. » Au total, dans les pays émergents, plus d'une banque sur 3 ont procédé en 2017 à plus de fermetures que d'ouvertures de banques, d'agences. Alors, sur le plan quantitatif, quelles sont les conséquences de cette évolution? Sur le plan qualitatif, les recrutements massifs à des niveaux de formation très bas ont privilégié, il y a encore 30 ans, les formations initiales et en interne au travers des cours préparatoires au CAP et au BP Bank. Ces formations initiales sont partout terminées. Du certificat d'études, on est passé au recrutement des bacheliers plus 2 aux bacheliers plus 4. Stéphane Dubois, le directeur des ressources humaines de la Société Générale, déclarait « Nos clients ne se déplacent plus de leurs agences que lorsqu'ils ont une question précise à poser et un bon niveau d'information préalable.
Cette évolution justifie un niveau de recrutement de plus en plus élevé. À la Société Générale, 47% des recrutements actuels correspondent à un niveau de cadre, alors qu'il y a seulement 2 ans, il n'était que 20%. Des métiers à faible valeur ajoutée pâtissent de l'automatisation de certains services, les chargés d'accueil et le service clientèle, qui représentaient 20% des effectifs en 2013, ne sont plus que 13% aujourd'hui. À l'inverse, on assiste à une évolution des recrutements ayant le profil d'experts, comme les conseillers en gestion de patrimoine et les chargés de clientèle d'entreprise, ainsi que de spécialistes dans les nouveaux métiers concernant la transformation digitale. Les banques renforcent et continueront à le faire leurs compétences dans le domaine de l'audit, dans le domaine du contrôle interne, du contrôle de gestion, dans la partie juridique, dans la conformité, la gestion des ressources humaines, l'informatique, les opérations liées au commerce international et quelques autres spécialités, notamment en particulier le risk management. Ces spécialités requièrent des connaissances aujourd'hui en bonne partie acquises à l'université ou dans de grandes écoles. Les évolutions rapides que l'on connaît dans des domaines comme la réglementation ou la diversification des risques justifient d'une formation de plus en plus pointue et permanente. La formation est de plus en plus qualifiante et orientée vers le renforcement des compétences par filière métier. Dans les banques, on se spécialise. Les banques respectent toutes la même réglementation. On est au niveau de BAL 2, BAL 3. Elles proposent à peu près les mêmes produits et les mêmes services. Elles utilisent les mêmes logiciels, aussi performants les uns que les autres. La concurrence est rude et elle le sera de plus en plus. Plus que jamais, les banques qui réussiront sont celles dont les collaborateurs auront la meilleure maîtrise de leur métier. Savoir accueillir, savoir informer le client, savoir le garder, le fidéliser. Les budgets de formation seront sans doute de plus en plus élevés. Ils tournent autour de 5% de la masse salariale en Europe. Mais utilisés avec la préoccupation d'un retour d'investissement de plus en plus rapide. Les gestionnaires des ressources humaines seront de plus en plus attentifs à la rentabilité de la formation, même si celle-ci nécessite, comme tout investissement, un certain délai. La formation s'inscrit comme un outil prioritaire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En conclusion, faut-il se réjouir de cette évolution? À mon avis, pas toujours. On peut comprendre la robotisation de l'essence dans les stations-service, dans les services de caisse des supermarchés. On peut comprendre la disparition du poinçonneur des lilas dans le métro de Paris. Mais la banque ne vend pas des savonnettes, ni des litres de diesel. C'est son argent, une partie de son patrimoine que le client confie en confiance à son banquier. L'affaire Saïdan ne cesse de répéter « La banque n'est pas une entreprise comme les autres ». Toutes les études d'opinion aboutissent au même constat. On n'aime pas la banque en tant qu'institution, mais on apprécie généralement son banquier, l'homme ou la femme, que l'on sollicite plus ou moins confidentiellement pour des conseils, pour des appuis. La banque de demain sera digitale et humaine, écrivent Yves Eonet dans son livre « FinTech, les banques attaquent », puisse-t-il dire vrai. Certes, je ne le conteste pas, la machine d'un appui certain pour les tâches répétitives, mais la machine ne remplacera jamais l'homme dans la complexité de certaines tâches qui sont les
au cœur de notre métier, comme la prévention des risques, le montage de programmes complexes de financement ou de moyens à mettre en place pour le respect d'une réglementation de plus en plus tatillonne et légitimement exigeante. La banque de demain sera double et à géométrie variable en fonction des besoins et des éléments de vie de ses clients. C'est notre place dans la mise à disposition des moyens de paiement et de plus en plus concurrencés par d'autres professions. Nous reviendrons à ce qui est notre métier, à savoir, et la force, la faiblesse de ce métier, l'intermédiation financière. C'est notre raison d'être au service même de nos économies. Dans ce domaine, nous aurons à prendre le service du digital, faire en quelque sorte une banque, deux banques en une. Le quotidien de l'entreprise avec 100% de digital et le choix de sa stratégie, choix d'investissement, choix de financement ou choix de placement où le rôle du conseiller sera nécessaire. Bref, moins de personnel, mais un personnel plus efficace, mieux formé, le vrai partenaire de l'entreprise. Merci Alain.